première journée de tennis à Tokyo est déjà pas mal d'enseignements. D'abord, il fait chaud et très humide, pas mal d'humidité également dans l'entrejambe de Dellien qui s'est couché très rapidement face à Djokovic. Dans cette vidéo, on va revenir également sur le match de Daniil Medvedev, sur le drama Osaka, sur notre duo légendaire Herbert-Mahut qui a perdu. Bref, installez-vous confortablement, mettez-vous un petit sake en backup, c'est votre premier digest de Tokyo et on attaque tout de suite avec le côté réseau. Et on attaque ce côté réseau avec Osaka, Naomi Osaka qui a allumé la vasque olympique hier. Alors c'est la première joueuse de tennis de l'histoire des Jeux Olympiques qui a l'honneur suprême d'allumer la vasque olympique. Vous avez les images juste à côté de moi. Alors le symbole il est très fort, hein. On le sait, le Japon c'est un pays qui est très replié sur lui-même et on a donc cette joueuse qui symbolise la modernité, la mixité également, avec un père haïtien et une mère japonaise. Osaka en plus, on s'en souvient, elle a été dans l'œil du cyclone ces dernières semaines et notamment à Roland-Garros après son premier tour quand elle décide de déclarer forfait pour la suite du tournoi à cause d'un imbroglio lié aux conférences de presse auxquelles elle refusait de participer. Wimbledon, elle n'a pas joué et là donc des Jeux Olympiques où elle est la figure de proue complètement pour le Japon et cet été américain donc qui la verra peut-être remporter l'US Open. En tout cas, de très belles images à ma droite, Naomi Osaka qui allume la vasque olympique. Osaka d'ailleurs qui s'est fendu d'un post évidemment sur Twitter, son espace d'expression favori et pas face aux journalistes, c'est mieux de créer sa propre légende désormais en 2021 et les années suivantes. Donc elle écrit sans aucun doute la plus grande réussite sportive et le plus grand honneur que j'aurais jamais eu de ma vie. Je n'ai pas de mots pour décrire les sentiments que j'ai en ce moment, mais je sais que je suis actuellement rempli de gratitude et de gratitude, je sais pas si c'est passé sur la traduction, je vous aime les gars, Simer. Et ce type d'événement, vous en conviendrez, attire systématiquement l'épice froid et le recordman du pipi tout froid, c'est Eric Salio hier qui nous a posté un tweet très salaire. La sportive la mieux payée du monde pour allumer la vasque, symbole de l'olympisme, point d'interrogation, un poil dubitatif, j'attends les mots de Naomi en conf de presse. Habile. Alors on peut comprendre, Eric Salio, journaliste, la dent dure vis-à-vis de Naomi Osaka, qui a décidé de construire sa propre légende et d'écrire elle-même ses posts, de communiquer directement avec ses fans. On peut le comprendre, hein, c'est une logique un petit peu de femme sandwich, on a déjà critiqué la joueuse sur cette chaîne. Par contre, là c'est pas forcément le moment. Et surtout, mettre uniquement l'emphase sur ses gains et les opposer aux valeurs de l'olympisme, c'est un petit peu, je trouve, déplacé de ta part, Eric. Qu'est-ce qui s'est passé là, t'as craqué ou pas? Car serait-ce la chaleur déjà qui nous tape sur le système? Regardez ce journaliste russe qui demande à Daniil Medvedev de lui renverser une bouteille de flotte sur la tête, une tête bien glabre avec pas beaucoup de poils pour recueillir... C'est parti en sucette, désolé. La chaleur c'est un peu le mot-clé, hein. On voit cette image donc du match entre Daniil Medvedev et Sacha Bublik dont on va parler dans quelques instants. Regardez Daniil qui est complètement en chaleur avec le tuyau pour essayer de s'arroser, de se mettre du froid sur la tête, pas du tout de s'arroser, je raconte n'importe quoi. Mais bref, vous m'avez compris, il fait extrêmement chaud, il fait aussi très humide hein, sur ce site de l'Ariake Tennis Park qui est en plein centre de Tokyo, vous pouvez vérifier sur Google Maps. Et donc on voit Daniil, hein, même pas 1h40 de jeu face à Bublik, qui a eu beaucoup de mal à subir cette chaleur écrasante, éprouvante pour les organismes. Ça clairement ça va être un élément clé de ce tournoi olympique de tennis. Sur une note un peu plus douce amère, une mauvaise nouvelle est venue de notre duo français légendaire Herbert-Mahut. Alors on rappelle hein, le palmarès de ce duo, c'est tous les grands chelems dans la Pokéta, 5 grands chelems au total, 7 Master 1000 sur 9, et là, eh bien il tombe de nouveau au premier tour, 6-3, 6-2, la défaite est assez cuisante hein, face à la paire Murray-Salisbury, certes qui est très performante, mais quand même on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est une grosse désillusion pour ce duo qui espérait parachever son œuvre avec éventuellement comme ça une médaille d'or olympique pour agrémenter un palmarès déjà fantastique. On espère hein, quand même que ça va aller psychologiquement, mentalement, c'est un petit peu dur de faire le voyage comme ça à Tokyo, de se prendre une rouste dès le premier tour. Donc voilà, une chance peut-être de médaille qui s'envole d'ores et déjà. Et on enchaîne, si vous le voulez bien, avec le coin tactique et le premier match de la matinée, de la nuit. C'était très tôt ce matin, c'était donc le Bublik Medvedev. On va revenir sur cette partie et aussi je vais essayer de vous expliquer comment réussir à bien performer dans ces conditions d'extrême chaleur et d'extrême humidité. Alors le premier point qui me semble absolument capital à noter sur ce tournoi, ça va être la gestion des efforts et aussi la gestion de l'ombre. Alors ici, vous pouvez le voir à ma droite, absolument aucune ombre en début d'après-midi, forcément au Japon, mais après on l'a vu en fin d'après-midi et notamment le match de Djokovic, on a sur le central ici une zone d'ombre qui fait que se propager vers le filet et donc ça vous permet de jouer la moitié de votre partie dans des conditions relativement fraîches, j'ai bien dit relativement, mais pour
pour Daniil et pour Bublik, c'était pas du tout le cas. Et l'une des thématiques très clairement de cette partie, c'était d'abréger les échanges à tout prix, ne pas passer des heures et des heures sur le court dans ces conditions, dans ce cagnard absolument horrible. Ici on voit un Daniil qui a pu compter sur une de ses armes maîtresses, son service, 11 aces au total. Alors ici je vous montre une séquence particulièrement intéressante, c'est le service OT, claqué OT côté égalité. Il a réussi à bien trouver cette zone dans l'ensemble de la partie. Alors si éventuellement le service est relancé, et bien dans ces cas-là, essayez de conclure le point en 2 coups, en 3 coups, essayez d'abréger au maximum. Alors ici ça a fonctionné parce que le profil de Bublik, c'était un match-up je pense favorable pour exprimer ce type de tennis, c'est-à-dire essayer de jouer vite, ne pas s'embarquer dans des rallyes, mais contre un joueur peut-être un peu plus travailleur, ce sera plus difficile pour Daniil, mais en tout cas il a réussi dans un premier temps à se rendre la vie simple en abrégeant. Un deuxième point très important pour Daniil Medvedev dans cette partie face à Sacha Bublik, ça a été la diagonale revers. Il est capable de contrer son adversaire, d'aller trouver une zone très longue et très précise dans la diagonale, dans la lucarne ici, même si on voit Bublik qui est plutôt placé sur sa gauche sur cet échange, eh bien il va être incapable de faire un slice défensif, il va mettre sa balle dans le filet. Et ça très clairement c'est l'une des armes majeures de Daniil sur cette surface, c'est de pouvoir contrer avec ce revers rectiligne, il n'y a pas beaucoup de marge par rapport au câble, de pouvoir retourner des situations. C'est ça qui est important, de transformer en fait une situation où vous êtes soit neutre, soit défensif en coup d'attaque, et ça il est remarquable à ce niveau là, et ce coup je pense dans son arsenal c'est clairement une de ses plus grandes forces. Troisième palette et un mot sur les conditions. Alors j'ai lu ici ou là que la surface était rapide, c'est absolument n'importe quoi. Est-ce que vous regardez les matchs ou est-ce que vous dormez? Qu'est-ce qui se passe? La surface n'est pas rapide, c'est une surface je dirais intermédiaire, voire intermédiaire lente. Alors pourquoi je dis ça? Parce que le rebond est très haut je trouve sur ce déco-turf, et on a une surface en plus je trouve qui travaille le lift, qui l'amplifie même, on l'a vu dans d'autres rencontres cette nuit, et pas que, on voit par exemple Bublik ici qui va claquer un service plus ou moins dans cette zone, et vous voyez pourtant Daniil qui est à 6 mètres de sa ligne de fond, et regardez où est-ce qu'il va frapper cette balle, ça va être quasiment à hauteur de hanche, voire légèrement au-dessus, donc il est tout à fait à l'aise, il est tout à fait dans son terrain d'expression favori, le Daniil, il peut être très loin comme ça de sa ligne de fond, et ensuite un coup, et on avance, on se replace justement juste derrière la ligne de fond. Une autre palette importante sur ce match, ça a été les positions défensives, et surtout pour Daniil Medvedev. Alors on l'a dit, c'est une surface qui est relativement lente, mais il faut essayer quand même de produire un tennis offensif, en tout cas ne pas passer trop de temps sur le court, sinon ça risque de puiser dans les réserves et vous allez avoir des difficultés à aller remporter 6 matchs pour aller gratter la médaille d'or, donc il va falloir essayer d'être très bon dans la gestion des efforts. Ici on voit Daniil qui s'arrache, qui a choisi très judicieusement ses combats, se dire aussi qu'à certains moments il faut aller chercher la balle, d'autres peut-être relâcher un petit peu le pied, et ça risque clairement d'être la difficulté dans ce tournoi. Aussi je pense que ça va être les joueurs les plus intelligents, les plus fins tactiquement qui risquent de tirer les marrons du feu dans cette compétition, parce que si vous vous dispersez, si vous perdez de l'énergie dans des efforts superflus, vous allez avoir du mal sur ces JO de Tokyo. Donc très intéressant je trouve, ça va être la gestion des efforts et comment les meilleurs joueurs du monde vont réussir à s'adapter à ces conditions. Dernière palette sur ce match avant de passer sur la rencontre entre Djokovic et Delian, c'est donc cette utilisation judicieuse de l'amorti, mais pas assez de la part de Bublik ici, donc distillé juste derrière le câble. On le voit, Daniil qui est très loin, 3-4 mètres de sa ligne de fond, ça va être difficile d'aller faire la course, et ça je trouve que c'est très important si certains joueurs arrivent à bien utiliser ce coup, parce que multiplier les courses, 3, 4, 5 courses, ça va être sur le travail à moyen terme et à long terme, même si les matchs sont en 2-7 gagnants, ça va être très dur de répéter les efforts, on l'a vu déjà sur cette première journée, et qui justement est un maître dans l'utilisation de l'amorti, eh bien c'est Novak Djokovic. Prochaine palette. Et on enchaîne donc avec le match en 4e rotation sur le central, Djokovic face à Delian, un match d'entraînement. Alors là c'était un petit peu comme vous avez vu les images quand Djokovic jouait face à son fils, qui est d'ailleurs à le coup droit de Rafael Nadal, c'est une autre histoire. Bah là c'était un petit peu pareil, c'était un match d'entraînement, on fait des petites balles, on fait des petites séquences, des échanges, des diagonales revers, on se règle, on se met à l'aise. Djokovic qui a complètement marché sur Delian, et je vais vous expliquer en 2 temps ce qui s'est passé. Alors dans un premier temps, la stat qui me semble la plus notable à vous proposer, c'est le 0 sur 14 concédé sur sa 2e balle de service pour Novak. En plus, on le sait, le Serbe sert environ à 135-140 km/h en 2e balle. Delian n'a même pas été capable de faire un point sur cette 2e balle, c'est quand même assez ouf, mais un point fondamental dans le jeu de Novak Djokovic, et c'est un petit peu le même que celui de Daniil Medvedev, comme par hasard, des jeux un petit peu jumeaux du côté russe et du côté serbe, c'est sa capacité de contre en extension qui est absolument phénoménale, car très peu de joueurs sur le circuit sont capables de faire un revers comme ça à 2-3 mètres de la ligne de fond en appui ouvert, long de ligne, sans apparemment aucun effort en plus. On voit un Delian qui est là, qui, je sais pas, il est un petit peu perdu là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fout là en fait? Là, gros, il y a une course à faire là. T'es pas au courant, mais je pense que tu vas perdre le point. Et ça, cette palette, je trouve qu'elle est totalement symptomatique d'une stratégie de la part de Novak Djokovic, c'est-à-dire je suis capable d'attendre, je suis capable de te travailler au corps, et
dès que j'aurai une micro-occasion, un petit peu comme Mohamed Ali, eh bien je vais te piquer, je vais te saigner, je vais faire un coup gagnant et je vais tout simplement te rosser. Les stats d'ailleurs, on le voit hein, sur la partie, elles sont totalement éloquentes. Alors il y a une stat que j'apprécie beaucoup, c'est les winners et les fautes directes, donc 23 coups gagnants, 6 fautes directes, c'est un ratio qui est sublime, c'est vraiment la machine de guerre. Novak Djokovic, le mur, les barbelés, you've been barbeled, Mr. Delien. On a aussi les 89% de points remportés après sa première balle qui montre à quel point le mec est quand même souverain, et surtout comparé hein, les points sur les jeux de retour, 52%, donc Djokovic qui a remporté plus de la moitié des points sur les services adverses et Delien simplement 11. Donc c'était une partie sérieuse, pas forcément le match de l'année pour Novak Djokovic, 2-2, forcément en une heure de jeu on s'est pas régalé, surtout dans des conditions difficiles. On a vu d'ailleurs Novak intéressant qui portait une casquette sur ce côté mais pas de l'autre côté, et en plus il mettait la visière vraiment bloquée comme ça sur le côté gauche parce que le soleil venait de cette direction, donc un Djokovic à l'aise à sa main qui s'est promené et qui voilà peut-être essayer de monter un petit peu en gamme sur son prochain tour face à Jan-Lennard Struff. Et on enchaîne si vous le voulez bien avec la reco du jour et plutôt la reco de la nuit parce que les matchs vont commencer à partir de 4h du matin ce dimanche. Avis aux noctambules ou alors aux personnes qui adorent se réveiller très tôt avant l'aube blanchit la campagne. Donc on va avoir Murray Auger-Aliassime, je pense, un match absolument succulent à se mettre sur les papilles comme ça avec un petit teriyaki. Pour Murray, le symbole il est très fort, c'est le double tenant du titre, médaille d'or à Londres, rappelez-vous, victoire en finale contre Roger Federer, médaille d'or aussi à Rio, victoire en finale contre Del Potro, on avait regardé ça ensemble sur Twitch il y a juste quelques jours maintenant. On a également un très joli Kei Nishikori, Andrei Rublev en 4ème rotation sur le cours numéro 1, ça ce sera vers 9h, 10h du matin, donc on va se régaler je pense demain, on a de très belles affiches hein, sur les deux cours principaux, également sur les cours annexes. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo, si oui n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, et puis nous on se retrouve demain et toute la semaine prochaine jusqu'à la finale dimanche. Bref, on va se régaler encore une fois sur cette chaîne, la chaîne tennis sur YouTube. On se retrouve donc demain pour un nouveau digest, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous et buvez du saké avec modération.